Nuances culturelles, un podcast de Louvre-Lens-Vallée. Bonjour, je suis Fiona Coco et vous écoutez Nuances culturelles, un podcast de Louvre-Lens-Vallée. Aujourd'hui, on reçoit Thierry Mbaye, artiste connecteur et chef de projet entrepreneuriat et innovation sociale par le design. Ensemble, on a parlé de design social, d'empathie et de politique citoyenne. Bonne écoute. Bonjour Thierry. Bonjour Fiona. Merci d'être avec nous aujourd'hui, de revenir sur le podcast parce que tu étais venu il y a maintenant plus d'1 an. Donc merci de revenir pour cette fois-ci parler de l'innovation sociale dans l'entrepreneuriat. Maintenant, dans le podcast, ce qu'on fait, c'est qu'on présente les invités. Donc, je me permets de te présenter. Tu pourras évidemment compléter si j'ai oublié certaines données ou si tu as envie de rajouter certaines choses qui te sont propres. Très bien. Donc, Thierry Mbaye, tu as un parcours professionnel qui est initialement lié à l'économie, mais tu es un artiste à part entière. Tu as un côté militant dans le cadre personnel et parfois aussi dans le cadre professionnel. Et justement, à Louvre-Lens-Vallée, tu es chargé de projet entrepreneuriat et d'innovation sociale par le design. Donc ça, ce sont 2 éléments sur lesquels on reviendra un petit peu plus tard pour expliquer ce que c'est. Et tes missions, principalement, c'est outiller les entrepreneurs culturels à travers un programme d'accompagnement afin qu'ils et elles développent leurs projets en pensant à la rentabilité économique. C'est bien ça. Est-ce que jusqu'ici, j'ai tout bon ? Je voulais peut-être revenir sur le côté militant. Non, militant, je préfère dire regard critique. Effectivement, je suis passé par l'Université de Lille, sciences économiques, sociales et gestion. Et donc, forcément, ça ouvre un esprit critique. Et ensuite, dans ma pratique artistique, liée aux arts numériques, forcément, on aborde aussi un regard critique sur les technologies qu'on utilise, sans être fan de techno absolu ou, au contraire, rejeter la techno. Donc, c'est vraiment un regard critique sur les outils que j'utilise et qui m'amène aussi à questionner le monde. Alors, Thierry, pour démarrer ce podcast, on a une question d'introduction. La question phare qui est « Quelle est ta Madeleine de Proust ?» Madeleine de Proust ? Il n'y a pas longtemps, je suis allé au LAM, à un rendez-vous, justement une conférence, une classe des maîtres d'HDFID sur la question de la concentration, de l'attention qu'on porte aux choses. Et il y avait l'exposition de Kandinsky. Et je pense que c'est lié au fait que quand j'étais plus jeune, j'ai eu la chance d'aller à Beaubourg. Et que autant l'extérieur de Beaubourg, le bâtiment, les statues de Niki de Saint-Phal, tout ça, ça m'a marqué. Et revoir Kandinsky, je réalise à quel point il compte pour moi. Très bien. Moi, je voulais vraiment qu'on s'attarde un peu sur la définition de l'innovation sociale. Donc, je me suis un petit peu renseignée parce que je vois évidemment ce que c'est en travaillant à Louvre-Lens-Vallée, mais je pense que c'est intéressant quand même d'avoir une définition qui est claire. Donc, je voulais d'abord revenir sur déjà l'origine de l'innovation sociale parce que c'est Schumpeter, donc qui est considéré comme le parrain de l'analyse de l'innovation en sciences économiques, qui était le premier à souligner la nécessité de l'innovation sociale, notamment dans le but de garantir l'efficacité, au moins partielle, d'une innovation technologique. Et ça date de 1942. Donc ça veut dire que c'est pas une nouvelle définition ou une nouvelle lubie. Et justement, l'innovation sociale est définie par le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, donc de l'ESS, comme étant l'élaboration de réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions actuelles du marché et des politiques sociales. Toi, en pratiquant l'innovation sociale, quelle serait ta définition ? Alors, pour revenir sur Schumpeter, je crois que ce qu'il pensait aussi, c'était ce qu'on appelle le rapport socio-technique. Et donc, une technologie pour être appropriée, doit forcément passer par une appropriation sociale. Un exemple, c'est les téléviseurs. Quand les téléviseurs sont apparus, c'était un objet technique qui rentrait dans les foyers des personnes. Et donc, pourquoi on appelait ça le bras ? Parce que c'était recouvert de bois ou simili-bois, pour permettre une meilleure intégration dans l'intérieur des ménages. Donc, socio-technique, c'est ça. C'est déjà comment la technologie a une dimension sociale dans son déploiement, dans son appropriation. Donc ça, c'est la pensée schumpeterienne. Ensuite, du point de vue de l'ESS, effectivement, c'est ce à quoi sont confrontés énormément, alors pas que les entreprises, mais aussi des associations, puisque les associations, justement, s'engagent pour proposer des constats et des réponses à des besoins qui sont peu ou mal satisfaits. Donc c'est déjà, effectivement, le rôle de tout asso engagé. Dans ma jeunesse, j'ai pu, pareil, créer ou accompagner différentes assos qui, justement, répondaient à des besoins non satisfaits. Donc, c'était de l'auto-organisation citoyenne. On constate
une problématique, on signale cette problématique au pouvoir public, et finalement le pouvoir public soit agit de lui-même, soit délègue en fait l'action auprès soit d'associations, mais aussi soit d'entreprises. Justement, tu as anticipé des questions que je voulais te poser par la suite, parce que je me demande si l'innovation sociale peut être incarnée directement par les entreprises, ou est-ce qu'elle vient forcément de lanceurs et lanceuses d'alerte, c'est-à-dire les associations, les collaborateurs et collaboratrices. Comment est-ce qu'on peut l'intégrer vraiment dans une stratégie, et est-ce que c'est uniquement dédié aux entreprises, ou est-ce qu'il peut y avoir de l'innovation sociale aussi ailleurs dans la société ? Tout le monde peut être acteur de l'innovation sociale. Je pense que même dans les entreprises, c'est des volontés d'individus conscients du monde dans lequel ils vivent. C'est aussi en mettre en rapport avec la RSE. Mais dans les entreprises, moi, les entrepreneurs que j'ai pu rencontrer, c'était d'abord des individus qui avaient envie de se mobiliser pour d'autres citoyens, pour une cause autour de l'environnement, autour du lien social, autour de la santé mentale. Et donc, ce sont, je pense, des engagements personnels qui sont amplifiés ou dont, finalement, l'entreprise fait écho à ces volontés de personnes. L'entreprise n'est pas abstraite, ce sont des humains derrière. Il y a toutes sortes de typologies d'entreprises. Ça va du boulanger ou du cafetier qui fait des cafés suspendus parce qu'il a conscience que certaines personnes ne peuvent pas, ne serait-ce que se payer un café. Voilà, ça c'est une entreprise, certes, mais c'est un individu, ou en tout cas, qui décide d'agir de là où il est. Donc, ça peut être des entreprises, ça peut être des administrations, et ça peut être effectivement des associations ou des individus. Tu penses qu'on fait tous de l'innovation sociale sans s'en rendre forcément compte et sans forcément l'intégrer à une stratégie ? Alors, je parle de stratégie parce qu'on est en entreprise, mais même dans son quotidien, sans forcément le conscientiser ? Alors, je pense qu'il y a quelques années, on parlait d'entreprises à impact. Donc, d'entreprises qui, autant via leur activité économique, mais pensaient avoir un impact sur le social et sur le lien social. Je pense que depuis le Covid, chacun a pu être dans son intimité, dans son fort intérieur, penser son rapport au monde. Donc après, moi, je travaillais à la BGE. Donc j'ai travaillé à la BGE en 2020, justement, pendant le Covid. Donc, je voyais ces entrepreneurs qui arrivaient avec, moi, je veux faire différemment. Moi, effectivement, j'ai envie d'ouvrir une épicerie uniquement avec des bocaux pour éviter d'utiliser moins d'emballage. Moi, je veux faire de l'aide à la personne. Moi, je veux accompagner les entrepreneurs ou le bien-être des entrepreneurs. Donc, il y a eu, je pense, que c'est ce temps-là, il faut pas l'oublier. J'ai l'impression qu'on le refoule parce que, voilà, chacun s'est retrouvé face à lui-même. Mais pour moi, le constat, c'est ça, c'est que il y a eu ces volontés-là. Et des entreprises se sont dit, qu'est-ce que je peux faire de là où je suis ? Je me souviens d'un projet qu'on a pu accompagner ici à Louvain-Lens-Vallée qui était autour du vêtement pour les femmes après accouchement. Mais il y avait une dimension, justement, aller plus loin, pas juste vendre des vêtements, mais accompagner aussi ces femmes dans d'autres dimensions liées au postpartum. Donc ça n'empêchait pas la commercialisation, mais il y avait quelque chose qui allait au-delà, une volonté d'aller au-delà dans le rapport humain. Tu travailles beaucoup avec les entrepreneurs culturels, forcément à Louvain-Lens-Vallée. Est-ce que selon toi, l'innovation sociale est quelque chose de naturellement présent dans ces projets-là, presque intrinsèque à la démarche créative et culturelle, ou est-ce qu'il faut l'outiller, l'enseigner, la construire ? Non, je pense que quand on repense au rôle de la culture, il y a un rôle de lien, de liant, il y a justement quelque chose qu'on partage en commun. Et donc, les acteurs culturels font attention au public qui touche. Et ils font un certain nombre de constats. Et parmi ces constats, qu'il y a pour certains une difficulté ou des problématiques d'accès à la culture ou à un type de culture. Et donc ça, dans le monde de la culture, ça fait des années qu'on se questionne sur l'ouverture à des publics autres, et notamment des publics dont on dit qu'ils sont empêchés ou éloignés de l'emploi, de la culture, etc. Et donc ça, c'est une question fondamentale de la culture. Et j'ai presque envie de dire depuis qu'il y a une politique culturelle en France. Si on remonte à Mathusalem, il y avait quand même ces idées de culture pour tous. Et alors comment ça s'est traduit ? C'était avant les tiers-lieux, mais avec des salles communales, avec des salles polyvalentes, des salles municipales qui étaient dédiées à l'activité culturelle. Et l'activité culturelle pour tous. Parce que la culture, c'était aussi c'est toujours, j'espère, en tout cas, une sorte de bien commun qui participe aussi à la construction individuelle et collective. Donc ce constat-là, il est inhérent pour moi à la culture.
comment on s'intéresse à son voisin, comment on donne la parole à ceux qui n'ont peut-être pas, comment on permet l'expression de tous et comment on permet à chacun de... alors, il y a une expression que j'aime bien, c'est celle que je mets souvent en opposition entre du pain et des jeux, c'est du pain et des roses. Et donc, dans la culture, il y a ce côté-là où même tout le monde, de l'ouvrier, de la femme de ménage au PDG, a droit aussi à ses roses. Et donc, pour moi, la question des publics, de l'inscription dans la société, de critique active de la société, oui, c'est inhérent au monde de la culture. Tu parlais des tiers-lieux. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est et est-ce que selon toi, c'est aussi un outil, je ne sais pas si on peut le considérer comme un outil, mais en tout cas un élément inhérent à l'innovation sociale? Alors, on peut partir de la définition américaine, mais moi, je n'aime pas trop. Celle, voilà, qui est née dans les Starbucks en disant, bah voilà, ce sont des personnes, c'est un lieu qui est ni le travail, ni le chez-soi, et qui est une espèce d'entre-deux. Moi, je trouve que cette définition très abstraite. Je préfère partir, justement, de ce qu'a pu construire autant les associations que dans le cadre de l'ESS ou pas, mais qui est ce besoin d'un lieu autre pour travailler autrement avec les personnes, avec tout le monde. Et donc, pour moi, les tiers-lieux, c'est plutôt des lieux intermédiaires, des lieux d'intermédiation entre le politique, l'économique, la culture, le citoyen. C'est vraiment un lieu d'intermédiation, de pratique. Quand on parle de culture, ça peut être aussi une culture entrepreneuriale. Dans les tiers-lieux qu'on a pu identifier comme tels, il y a les espaces de coworking. Et les espaces de coworking, c'est aussi une culture entrepreneuriale. Et c'est une culture qui se transmet finalement de pair à pair, sans logique un peu hiérarchique, je déverse le savoir, toi tu accueilles le savoir, etc. Mais dans ces logiques-là, effectivement, moi j'ai pu vivre dans ces espaces de coworking la création de communautés, le partage de savoir, l'intermédiation aussi entre des théories. Voilà, quand on parlait de théorie d'organisation, horizontale, etc. C'était expérimenté et il y avait une forme de passe qui se faisait dans ces lieux-là. Comment on s'organise autrement? On s'interroge aussi sur les modes démocratiques, comment on choisit telle ou telle action, telle ou telle activité. Donc d'expérimenter aussi vraiment des théories de la démocratie, du vote, etc. etc. Donc c'est au-delà juste du business, c'était aussi quelque chose qui nous outillait dans l'action collective. Les tiers-lieux, d'après ce que je comprends, et on voit que tu es passionné par ces sujets-là, peuvent apporter quelque chose à la société, quelque chose de nouveau, et rendre la société un peu plus juste. Est-ce que selon toi aussi, l'innovation sociale, de par les tiers-lieux, de par d'autres outils, peut rendre la société un peu plus juste? Alors après, il faut définir le juste, on est bien d'accord. En tout cas, peut-être plus égalitaire, plus équitable aussi. Alors, il y a, pour rappel, il y a quand même différentes typologies de tiers-lieux. Dans la culture, il y a eu ce qu'on appelle les friches culturelles, dans les années 2000. Qui ont commencé plutôt par des formes de squat artistiques et qui se sont structurées. J'ai eu l'occasion de vivre en fait ces friches culturelles qui ont évolué. À Lille, il y avait une friche qui s'appelait le 49 Terre, qui était juste en plein cœur de Lille et qui a été une friche artistique autogérée. Et donc ces questions d'autogestion, c'est aussi des questions de comment on prend des décisions, comment on structure une association, comment on structure un collectif, comment on va discuter avec la mairie, comment justement on met en avant le besoin de lieux de création pour les artistes. Donc voilà, ça c'était ce que j'ai pu vivre dans les années 2000. Et pour moi, les tiers-lieux sont un peu, de mon point de vue, une continuité de cette démarche-là. Donc si je reprends un petit peu à une certaine anecdote à Lille, en 2010, les espaces de coworking sont nés un petit peu d'une forme d'effraction. En fait, il y a eu un collectif, c'était en été 2010, qui a squatté. Je dis littéralement squatté, une galerie marchande en face de l'Opéra et de la CCI. Pourquoi ils ont squatté? Déjà parce que le lieu était vide et parce qu'ils voulaient justement signifier qu'il y avait une nouvelle typologie d'entrepreneurs qui ne s'inscrivaient pas dans les bureaux fermés, etc. et qui mettaient en avant la nécessité d'avoir des lieux autres, ne serait-ce que pour entreprendre. Et donc ces entrepreneurs, c'était souvent des développeurs, souvent liés au monde informatique, souvent liés au monde numérique, mais aussi au champ social. Et quand je parle du numérique et de l'informatique, c'était des personnes qui étaient déjà très sensibles aux logiciels libres. Et donc, via les logiciels libres, qui questionnaient un peu l'utilité ou le rapport qu'on pouvait avoir avec les technos et surtout, comment ces logiciels libres sont des outils d'émancipation pour le citoyen.
Voilà, on peut dire qu'autant du point de vue culturel, il y a eu effectivement effraction via des squats qui ont grandi, qui ont fermé, qui se sont transformés. Mais quand on pense en tout cas à ce qui s'est passé à Lille, il y a eu aussi effraction d'une nouvelle typologie d'entrepreneurs qui se sont signalés en disant, voilà, on a besoin de lieux, on a besoin de lieux autres, nouveaux, et pas des bureaux fermés tels que la planification économique le fait, ou des bureaux vides le plus souvent. Et donc, voilà, là, il y a déjà eu cette démarche-là. Donc, vous voyez, l'origine des tiers-lieux, elle est diverse. Pour moi, elle est aussi liée à l'auto-organisation. On n'a pas envie que, je sais pas moi, une ancienne usine, un lieu patrimonial soit rasé ou fermé. Eh ben, il y a des habitants qui vont se mobiliser et qui vont se dire, on va essayer d'imaginer des activités à l'intérieur de ces lieux-là pour permettre la vie et surtout une forme de sociabilité. Donc, pour moi, les tiers-lieux, ça vient aussi questionner ce qu'on appelle, de mon point de vue maladroitement, la démocratie participative, puisque ce sont des citoyens qui s'engagent de façon démocratique à mettre en commun un lieu, mettre en commun des ressources. Et cette mise en commun, pour moi, c'est le point commun des tiers-lieux engagés dans la transition écologique, dans la transition environnementale, dans la transition sociale et dans la transition économique. C'est drôle parce que tu parles beaucoup de coworking comme un peu l'un des points de départ de l'innovation sociale pour faire autrement et pour imaginer autrement la citoyenneté, c'est-à-dire faire en sorte que des personnes qui travaillent pas du tout dans les mêmes secteurs et dans les mêmes milieux puissent se rencontrer dans un espace qui est ni chez eux ni le travail. Maintenant, le coworking, c'est un peu devenu tendance, un peu marketing. Justement, je me demande, est-ce que l'innovation sociale est actuellement un positionnement différenciant? Et est-ce qu'il pourrait y avoir du social washing à l'avenir? Il y a déjà eu. Je le savais. Ce social washing, il a déjà eu lieu. Il fut un temps parler d'entreprise à impact. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais c'était pour moi une forme de social washing. J'ai, dans mon expérience d'entrepreneur, pu accompagner des structures qui s'intéressaient justement à ces nouvelles manières de faire. Ça ressemblait à du vernis posé sur des managements qui restaient classiques. Donc voilà, ça je l'ai vu, c'est un constat. Néanmoins, ça fait naître quelques petites envies du point de vue des salariés. Et si je veux revenir aussi sur les formes donc des tiers-lieux, donc pour moi, ce que j'ai vécu, c'est les tiers-lieux artistiques, culturels, les tiers-lieux liés aux espaces de coworking. Et moi, là où j'ai pu travailler pendant assez longtemps, c'est les tiers-lieux liés à la fabrication, liés au Fab Lab. Et dans ce contexte-là, pour moi, il y avait une forme de comment, à l'heure de l'évolution des technologies numériques, les citoyens peuvent s'approprier ces technos. Comment on crée des lieux, finalement, des Fab Labs, où on peut parler de ces technologies. On peut parler des cookies qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. On peut parler de Windows qui vous demande obligatoirement de vous inscrire et vous surveille tous vos faits et gestes. Donc c'était des lieux où on parlait de techno. Quels sont les lieux aujourd'hui où les citoyens ont l'occasion de parler de technologie? Donc ça, pour moi, c'était déjà un axe d'innovation sociale dans le sens où on permet aux citoyens d'avoir un regard critique et éclairé sur les technos qu'ils utilisent. C'était aussi une autre manière de voir nos rapports à la consommation d'objets. Est-ce qu'effectivement, on est dans la course à la nouveauté, etc., ou on se pose déjà des questions sur est-ce qu'on ne peut pas recycler, utiliser de vieux ordinateurs, mettre un système d'exploitation logiciel libre dedans et faire en sorte qu'il continue de fonctionner. Faire en sorte que certaines familles n'ont pas accès à des ordinateurs, à de l'informatique, et de pouvoir créer des mouvements solidaires où d'un côté, ces Fab Labs récupèrent des ordinateurs à reconditionner et les reproposent gratuitement ou à très faible coût à des familles qui en ont besoin. Donc, il y a cet aspect tiers-lieu très, très large. Là, effectivement, moi, j'ai pu être en contact très vite avec donc ces trois typologies et j'ai agi au sein de ces trois typologies, donc culture, espace de coworking et Fab Lab. Pour les personnes qui ne connaissent pas les Fab Labs, ce sont des laboratoires de fabrication, donc là où en fait on va créer des choses, prototyper, réfléchir. C'est intrinsèquement lié au design et le design, justement, c'était une notion sur laquelle je voulais revenir tout à l'heure. Le design, pour une définition aussi très, très objective, est définie par le Larousse comme une discipline visant à une harmonisation de l'environnement humain, depuis la conception des objets usuels jusqu'à l'urbanisme. Et c'est objectif, mais en même temps, ça reste pas très concret, que le design, en fait, c'est du design à la fois d'objets, de produits, mais aussi ça peut être du design thinking, qu'on propose justement à Louvre-Lens Vallée dans l'accompagnement. Et justement, est-ce que le design est un outil au service de l'innovation sociale ou l'inverse ?
Moi, je fais pas beaucoup de différence parce que dans ces lieux-là, quand ils ont émergé, il y avait déjà des designers qui en faisaient partie. Et donc, ils ont accompagné aussi, ne serait-ce que la mise en espace de ces tiers-lieux. Ce côté, effectivement, sans cloison, avec très peu de cloison, etc. Il y a eu un investissement des designers, ne serait-ce que pour participer à l'aménagement des lieux, participer à parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, donc comment on fait du mobilier en palette, ça a été une grande tendance d'avoir du mobilier en palette parce qu'il n'y avait pas de sous et parce que c'était aussi un bon terrain de jeu pour les designers. Donc très vite, ils étaient incorporés dans les Fab Labs. Les designers ont tout de suite été présents. Moi, j'ai travaillé très vite avec des designers. Ce qui était intéressant, c'est qu'ils étaient multi-compétences. Autant de la compétence technique, autant de la compétence justement en observation, en étude de l'existant, et à partir de cet existant et de ce qui était mis en avant, de pouvoir prendre des décisions, en tout cas d'avoir des options, des choix qui seraient possibles de faire. Donc pour moi, le rôle des designers, il y a des designers effectivement d'objets, et puis aujourd'hui on parle de plus en plus de design social. Et donc, j'ai même moi tendance à peut-être arrêter de parler d'innovation sociale pour parler de design social. Parce que finalement, c'est aussi toute cette culture et toute cette mécanique-là, finalement, qui est inhérent notamment au programme d'accompagnement de Louvre-Lens-Vallée, parce que très vite, il me semblait très naturel, justement, de faire appel à des designers pour aider les entrepreneurs. Alors, petite correction, pas forcément via le design thinking, c'est pas le moment, c'est pas le jour, mais qui peut être critiqué. Moi, j'ai vu aussi l'historique de design thinking. Un des défauts que je constate, c'est finalement une forme d'uniformisation des réponses. Est-ce que tu peux expliquer peut-être ce qu'est le design thinking ? Alors, c'est une méthode rapide qui s'inspire des pratiques de design et qui vise à, en très peu de temps, en gros, ça peut être 5 jours, mais en très peu de temps, à développer des solutions nouvelles. Avec des outils, etc. Donc ça vient des États-Unis. Je rentre pas dans les détails, mais vous pouvez regarder. Il y a du Google dedans, etc. Google Venture. Les universités Harvard et états-uniennes ont très vite, et notamment avec les Silicon Valley, popularisé cette démarche de design thinking, qui, pour les entreprises de la Silicon Valley, permettait effectivement de se développer de manière originale et innovante. Donc ça a été un outil pertinent à un certain moment, mais aujourd'hui, comme tous les outils, il faut aussi les actualiser, il faut aussi les remettre en questionnement. Néanmoins, voilà, nous on n'est pas sectaire, donc on prend tous les outils qui peuvent aider et outiller les entrepreneurs. Mais cette démarche avec les designers, donc dans nos programmes d'accompagnement, des designers interviennent justement pour aider les porteurs de projets à questionner leurs projets, à en gros un peu l'étirer, voire l'étrier, voilà, pour tester aussi sa solidité. Et donc voilà, il y a des outils de designers qui sont partagés aux entrepreneurs pour les aider à construire leur projet et les faire évoluer. Avec notamment cette question d'empathie et d'expérience utilisateur. Ce que le design apporte, notamment aux entrepreneurs, c'est le fait d'éviter de construire une solution techno super dans son coin. Elle marche très bien, mais elle n'a pas encore rencontré son public, les futurs utilisateurs. Et donc, il y a souvent ce décalage-là. On fait un super produit techno et après, on va le confronter aux utilisateurs. Le design montre qu'il y a peut-être une démarche de co-conception, d'aller-retour avec ses besoins et des utilisateurs, et donc une forme de co-conception avec les utilisateurs. Dans mon expérience, c'est ce que j'ai vécu aussi avec les imprimantes 3D. Les imprimantes 3D, ça a été un aller-retour constant avec une communauté mondiale qui s'est mobilisée grâce à l'open source et qui a pu développer, faire grandir en fait ce marché et faire grandir, améliorer de façon constante les imprimantes 3D. Et énormément de designers se sont penchés sur le sujet. Je vois que tu parles beaucoup des menaces un peu qui pèsent sur le design social, l'innovation sociale. Selon toi, quelles sont les vraies menaces, en dehors du social washing, en dehors de ce que tu as peut-être déjà dit, qui pèsent aujourd'hui sur ces démarches-là et ce qui pourrait les affaiblir et les vider de leur sens ? Alors, moi j'ai quand même un parcours, je t'ai rappelé, moi j'ai étudié les sciences économiques et sociales. Donc il fut un temps, on ne séparait pas l'économique du social. Et les problématiques actuelles, c'est peut-être parce qu'on sépare l'économique du social. Donc, finalement, l'innovation sociale, c'est un terme, on peut parler de design social, etc., ou d'économie sociale et solidaire. Ce serait tragique d'avoir un développement économique fort et d'un côté, un niveau de chômage très fort aussi. Donc, pour moi, il faut une certaine cohérence. L'automatisation, c'est super. Il y a plein de robots qui font des trucs à notre place, mais qui achète
quoi, qui achète avec quel argent, si tout le monde est au chômage, comment finalement on va pouvoir ne serait-ce qu'acheter les biens qui sont fabriqués par les robots. Donc toutes ces questions-là, pour moi, ce sont des questions sociales, en tout cas qui questionnent le rapport socio-technologique. Les IA, on peut en parler, mais tout le monde pressent qu'on va vers une catastrophe sociale. Néanmoins, voilà, on privilégie l'économie, la rentabilité, au détriment des conséquences sociales que ça peut avoir sur les individus. De même, les réseaux sociaux, on est tous très conscients, les fabricants d'ailleurs eux-mêmes en sont très conscients, des impacts négatifs sur le champ social. D'un point de vue démocratique, on voit comment les réseaux sociaux mettent à mal la démocratie dans tous les pays. Donc tout ça, pour moi, c'est à partir du moment où on détache l'économique du social, on croit à la catastrophe. Et surtout qu'on est encore dans un monde où on s'épanouit, en tout cas c'est comme ça qu'on nous le vend, via le travail, via l'activité économique. Donc j'ai du mal, moi, à séparer les deux. J'y arrive pas. Est-ce que tu aimerais parler à l'avenir d'innovation socio-économique ou est-ce que innovation sociale, ça reste un terme juste ? Innovation sociale, c'est juste. Design social, c'est juste aussi. L'économie sociale et solidaire affirme déjà cette notion-là. Malheureusement, voilà, c'est comme si c'était une économie à part, alors que c'est une économie robuste, qui crée de l'emploi, qui crée du chiffre d'affaires, et surtout qui crée des emplois qui sont le plus souvent non délocalisables. Et ce sont des structures qui résistent le mieux aux crises, aux différentes crises économiques. Donc, on parle de robustesse, en fait, du secteur de l'ESS. Donc, j'ai pas besoin de plus de développer, mais c'est comment on s'inscrit dans ces logiques-là qui existent déjà. Bon, avec une histoire de l'ESS qui est très grande, avec là aussi différentes chapelles de l'ESS, des anciens, des plus jeunes, etc. Mais c'est, voilà, est-ce que finalement, ce qui n'est pas ESS n'est pas problématique ? On pourrait inverser les choses. Une économie qui serait ni sociale ni solidaire, qu'est-ce qu'elle est ? Ah oui, donc pour toi, la norme devrait être l'économie sociale et solidaire. C'est un renversement de point de vue qui est intéressant à creuser. Éviter de produire juste pour produire et de servir juste pour servir. C'est tout simplement ça. Quel rôle, là encore, aujourd'hui on parle du RSE, mais quel rôle a l'entreprise d'un point de vue social, d'un point de vue même environnemental ? Si on remonte là encore dans l'histoire économique, il y avait, alors on parlait de paternalisme industriel où des grandes entreprises en fait construisaient des maisons pour leurs ouvriers, construisaient des piscines pour leurs ouvriers, construisaient des théâtres pour leurs ouvriers. Bon, c'est une forme de capitalisme paternaliste, mais qui a laissé des traces et qui finalement se voulait aussi social. Dans l'histoire économique, il y a ça. Aujourd'hui, effectivement, il y a des entreprises, alors on peut nommer certaines, hein. Là tout de suite me vient la Maïf, qui a une vraie démarche économique, sociale, et qui s'inscrit dans le monde dans lequel il est. Voilà, il y a des volontés, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les étudiants qui sortent des écoles, eux, ils ont déjà fait le shift mental, voilà, de se dire, non, finalement, on va déployer nos services, nos compétences, etc., mais on ne veut pas le faire n'importe comment, on veut le faire pour des entreprises qui participent vraiment au bien-être de la planète et de chacun. Donc c'est intéressant de voir comment dans les écoles d'ingénieurs, il y a une forme de révolte des ingénieurs, mais pas que les ingénieurs, même dans les écoles de commerce, il y a des gens qui se disent, peut-être qu'on peut faire de l'économie différemment. Tu parles justement des patrons qui, à l'époque, avaient créé des activités extra-professionnelles pour leurs salariés. Est-ce que c'est pas aussi une forme de, pour laisser tout le monde au même endroit et pour faciliter la vie des gens et pour les faire rester plus longtemps au travail parce que tout est plus proche? Est-ce que ce qui est perçu, c'est un peu ce qu'on disait avant avec le social washing, est-ce que ce qui est perçu comme de l'innovation sociale n'est pas finalement du social washing pour favoriser en fait plutôt le capitalisme et l'industrialisation plutôt que l'empathie et le rapport aux autres? Je comprends. Alors c'est pour ça que je disais que c'était critiquable, ce capitalisme patriarcal, mais il y a des traces dans la région, hein. Il y a le famille-ministère de Guise qui laisse ces traces-là. Donc d'une volonté aussi alors c'est assez particulier, hein, c'est assez exemplaire, mais de chefs d'entreprise, donc c'était les poêles Godin qui étaient fabriqués, il me semble, au famille-ministère. C'est des formes d'utopie. Et les utopies, voilà, il y a des plus, des moins, il y a une sorte de dialectique, mais il y avait ce questionnement-là, voilà, l'ouvrier ou une famille a besoin de tant de mètres carrés pour vivre. Donc ça a impacté sur la construction de bâtiments. Mais
d'une autre manière, on peut dire, c'est une manière aussi c'est pour ça qu'on parle du capitalisme paternaliste, mais de maintenir effectivement, je ne sais pas employer d'expression pastorale, mais un peu ça, les brebis, le peuple, qui est sous, la protection du grand protecteur qui est le chef d'entreprise. Il y a eu ces images-là, il y a eu dans l'histoire du capitalisme industriel ces images-là, ces volontés-là. Les grandes fortunes estimaient qu'elles avaient quelque chose à rendre à la société et donc, par exemple, créer des opéras, mais qui étaient un contre-don, j'ai envie de dire, d'un industriel qui avait fait fortune, mais qui voulait quand même laisser des traces déjà, et puis rendre à la communauté ce qu'il aurait pu gagner. Donc, ces questions de social washing, etc., elles sont inhérentes. Tout comme l'innovation washing, on vous présente de l'innovation, mais qui n'en est pas. Tout peut être washé. De l'environnement, finalement, tous les sujets de progrès, on va dire, si encore ce terme de progrès social existe, effectivement, ils sont récupérés, et ça, on fait avec. Les tiers ont été très vite récupérés. Pour rappel, il y avait, quand les espaces de coworking ont émergé, ils étaient autoportés par les salariés ou par les entrepreneurs eux-mêmes. Et très vite, on a vu débarquer WeWork, grosse multinationale américaine, grosse start-up qui a fait une croissance énorme en vendant du coworking et l'esprit du coworking. Et ça, c'était déjà du coworking washing. Quand tu parlais justement de gros industriels ou grands patrons qui voulaient rendre à la communauté et des biens communs, moi, ça me fait un peu penser à la philanthropie, au mécénat. Alors, je pense que le mécénat et la philanthropie sont vraiment de bonnes manières justement de contribuer. Alors, avec forcément tous les avantages que ça implique pour les entreprises, mais quand même, ça permet de mettre des sous dans la culture alors que le modèle économique de la culture est quand même fragile. Donc, que ce soit le mécénat ou la philanthropie, c'est quand même une très bonne chose de les avoir. Aujourd'hui, on ne peut pas, l'innovation sociale, et on peut saluer certains mécènes et certaines entreprises, ont très vite soutenu des dynamiques d'innovation sociale. Moi, j'ai eu le témoignage, je peux témoigner de très vite Orange, par exemple, la Fondation Orange, a soutenu des dynamiques d'innovation sociale. Et soutient encore via la Fondation Orange, via les appels à projets qu'elle publie tous les ans pour accompagner, en tout cas, les Fab Labs de France, et pas que de France, doivent beaucoup à la Fondation Orange. Je me souviens aussi du groupe ADO, donc Leroy Merlin, qui très vite aussi a soutenu des initiatives de Fab Lab, en étant effectivement très curieux de ce qui s'y passait et de voir aussi comment ça pourrait être intégré, en tout cas renouveler les dynamiques des ressources humaines. Mais ces fondations outillent les acteurs de l'innovation sociale et du design social. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des baisses de financement public et donc les acteurs qui prennent les relais sont souvent ces entreprises, ces fondations d'entreprises qui accompagnent les acteurs culturels, qui accompagnent les acteurs économiques, qui accompagnent les acteurs sociaux dans la prise en charge justement de ce qui n'est pas pris en charge par la collectivité, par l'État, des besoins non satisfaits. Après, ça interroge quel est le rapport entre la puissance publique et ces fondations. Est-ce que ces fondations participent à augmenter les capacités, notamment démocratiques, de ces structures, ou au contraire, elles viennent aiguiller et orienter fortement leurs projets ? Ça, on peut l'observer un peu en direct, mais aujourd'hui, on peut souligner le rôle important de ces fondations d'entreprise qui outillent les acteurs de l'innovation sociale. Là, on va devoir conclure parce qu'on arrive à la fin de l'épisode et il y aurait tellement beaucoup d'autres choses à dire. Ce serait peut-être intéressant d'imaginer exactement le numéro 2 pour vraiment approfondir certaines questions parce que, alors ce ne sera pas forcément le mot de la fin, mais je pense que c'est peut-être important, pourquoi pas, de dire que l'innovation sociale se rapproche aussi un peu de l'artisanat versus l'industrialisation parce qu'en fait, l'innovation sociale permet d'échanger avec les gens, permet de faire des choses aussi soi-même, évite le fait que tout devienne usine et que tout devienne absolument produit, marketable. Je ne sais pas si c'est très clair la manière dont je le dis, mais en tout cas, c'est comme ça, après notre échange, que je perçois l'innovation sociale. Vraiment, ce retour aux racines, ce retour à l'empathie, à l'échange, au partage aussi entre les gens, qui est en fait l'essence même de l'être humain. Je pense que le mot, effectivement, empathie, est très important dans l'innovation sociale. C'est non pas regarder l'autre comme quelqu'un de différent, mais reconnaître un peu de soi chez l'autre, dans l'autre. Donc forcément, ça rapproche. Ces actions, ces lieux d'innovation sociale, ce sont pour moi des lieux de fabrique de la démocratie, où chacun, finalement, on peut entendre la parole de chacun. Et cette parole, elle se confronte à d'autres paroles, elle s'améliore, j'ai envie de dire, dans cette confrontation,
Mais pour moi, l'important, c'est vraiment cette possibilité qu'on a d'agir sur les choses. L'industrie, alors je ne sais pas si c'est la bonne image, mais ce côté, par contre, où on a un cadre qui nous est imposé. Et l'innovation sociale, c'est finalement comment on fabrique un cadre non enfermant et qui ouvre sur un ensemble de possibles. Et les personnes sont acteurs. Tout le monde est acteur. Et les compétences se complètent. Et les regards se complètent aussi. Donc, c'est vraiment un enjeu démocratique, un enjeu de lien social, un enjeu d'éducation populaire et un enjeu de co-développement économique. Donc, il y a un peu tout ça dans l'innovation sociale. Il y a l'économique, il y a la culture, il y a du design, il y a de la collectivité, il y a des entreprises, il y a des associations. Finalement, tout le monde peut agir dans ce sens-là. Et ça offre un cadre, alors peut-être militant, certes, mais militer, c'est aussi se socialiser. Et surtout, ça réinvente des lieux de participation active et citoyenne. Et les élections, c'est pas juste répondre à un sondage ou mettre un like sur les réseaux sociaux. C'est comment on fait société, comment on fait de la politique dans le réel, donc intérêt, dans le sens premier, la vie de la cité, et comment on prend part à cette vie de la cité. Habituellement, la dernière question du podcast, c'est quel type d'art serais-tu si tu étais un type d'art ? Tu y as déjà répondu il y a un petit peu plus d'1 an, donc cette fois-ci, je vais changer. Quels sont les projets, les mouvements qui t'inspirent sur la thématique de l'innovation sociale ? Alors, il y en a un, je suis particulièrement attentif depuis un certain nombre d'années, c'est ce qu'on appelle le permacomputing. Donc, les principes de permaculture appliqués au monde de l'informatique. Donc, un peu une forme de sobriété, de questionnement de ses usages. Est-ce que j'ai besoin d'un Mac avec 6000 cœurs dedans, de puissants processeurs pour envoyer je sais pas combien de fusées sur la Lune ? Ou, voilà, est-ce que je peux utiliser un vieux PC, une petite carte Raspberry Pi pour faire la même chose ? Donc, pour moi, c'est presque, on pourrait parler de disnovation, c'est pas de moi, mais d'une autre forme d'innovation qui est, on fait avec l'existant et on travaille avec ce qu'on appelle les déchets numériques, comment on réutilise des disques durs, comment on crée des clouds personnels respectueux de l'environnement et des données privées. Il y a un vrai champ pour moi autour du numérique responsable, du numérique citoyen. Alors, ce qui est intéressant, c'est que via la conjoncture, on va dire, diplomatique internationale, en Europe, on commence à se dire, ah oui, effectivement, il faudrait peut-être qu'on regagne en souveraineté numérique. Et donc, il y a un gros mouvement institutionnel de l'État, des collectivités qui passe au logiciel libre. Et donc, on le voit ici, à Lens, on peut dire que la communauté d'agglo de Lens-Liévin est passée au logiciel libre. Bravo. Merci Thierry. Merci d'avoir participé à cet épisode de podcast. C'était très intéressant d'entendre ta vision de l'innovation sociale et même un peu plus, de comprendre que l'innovation sociale, c'est pas uniquement l'innovation sociale. Donc, merci pour ça. Eh bien, merci à vous. Merci pour votre écoute. Cet épisode est rendu possible grâce à Studio Flamboyance. À l'écriture, Fiona Coco et Vincent Gariazzo. À la technique, Mathilde Benatti. À la musique, Thierry Mbaye. Merci à toute l'équipe de Louvre-Lens-Vallée, Margherita Balzerani, Olivier Secotti, Vincent Gariazzo, Thierry Mbaye, Sarah Bellil, Charlotte Sautière, Marion Lefebvre, Mathilde Benatti, Scott Froidevaux, Léo Sprimont, Pauline Montuy et Fiona Coco. Merci à nos membres fondateurs, la communauté d'agglomération Lens-Liévin, la région Hauts-de-France, l'Université d'Artois, la Chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France, la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France et le musée du Louvre-Lens. On se retrouve le 26 mai pour le prochain épisode.